le legs d'1 $. L'enveloppe paraissait presque sans poids entre les mains tremblantes d'Émilie. Pourtant, lorsqu'elle l'ouvrit et découvrit ce que les parents de son défunt mari lui avaient légué, le sol sembla vaciller sous ses pieds. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété d'une vieille cabane dans les bois, cédée pour la somme symbolique d'1 $. À travers la porte entr'ouverte du bureau de l'avocat, elle entendait les rires étouffés de ses beaux-parents, ainsi que la voix acide de sa belle-mère, elle ne pourra même pas payer les impôts fonciers. Puis, plus cruel encore, la remarque suivante siffla, elle aurait dû y penser avant de piéger notre fils. Le visage d'Émilie s'embrasa sous la honte, mais ses yeux se durcirent. Elle signa malgré tout, la mâchoire serrée d'une détermination farouche. Elle savait que James, son mari disparu, aurait reconnu dans ce geste cette force intérieure qu'il admirait tant chez elle. Personne ne devinait encore que ce cadeau empoisonné deviendrait la clé d'un avenir qu'aucun d'eux n'aurait osé imaginer. Quelques semaines plus tôt, Émilie avait fêté ses 29 ans, un anniversaire qui avait passé comme une ombre, sans joie ni chaleur. James avait été enterré 3 semaines plus tôt, emporté brutalement par un accident d'usine. La machine avec laquelle il travaillait s'était emballée, un simple dispositif de sécurité avait cédé, et en quelques secondes, le père de Sophie et de Michael avait disparu. L'entreprise avait proposé une maigre indemnisation, tout juste suffisante pour payer les funérailles et couvrir 3 mois de loyer. Après cela, plus rien. Les 2 enfants avaient voulu marquer l'anniversaire de leur mère avec un gâteau préparé maladroitement. Ils avaient confondu le sel et le sucre, et tous 3 avaient fini en larmes autour de la petite table bancale de leur appartement trop étroit. Ce souvenir, amer et tendre à la fois, hantait encore Émilie lorsqu'elle se tenait, quelques semaines plus tard, dans le bureau sombre de Patterson et Associés. Elle avait espéré, peut-être naïvement, que la mort de James créerait un pont fragile avec ses beaux-parents. Qu'au cœur du deuil, ils reconnaîtraient enfin leur lien commun, l'amour pour cet homme disparu. Mais Robert et Linda Carter ne lui avaient offert que froideur et mépris. Chaque échange, chaque silence, chaque regard trahissait leur conviction que la faute lui revenait, celle d'avoir épousé James, celle d'avoir mené une vie trop modeste, et peut-être même, dans leurs cœurs empoisonnés, celle d'avoir causé sa mort. James avait été leur fils unique, et son père avait accumulé au fil des ans de petites propriétés, des parcelles de terre qui constituaient un patrimoine non négligeable. La plupart furent placées en fiducie au nom des petits-enfants, mais l'une d'elles, cette fameuse cabane perdue dans les bois, à 60 km de la ville, devait être cédée à Émilie pour $1 symbolique. Une façon, pensait-il, de sauver les apparences. Un cadeau, avait-il dit, alors que dans leur voix résonnait déjà le rire cruel d'une moquerie. Émilie hésita un instant devant l'acte et le plan grossièrement dessiné qui montrait une simple bâtisse de bois perdue au milieu des arbres. Puis une flamme monta en elle. Cette même flamme qui, autrefois, avait séduit James, cette obstination à ne jamais plier devant l'injustice. Elle saisit le stylo et déclara d'une voix claire, « Je prends. » L'avocat leva à peine les yeux, surpris. « Madame Carter, sachez que la propriété est délabrée. Pas d'électricité, probablement pas d'assainissement, le toit s'affaisse. Vous pourriez refuser. » Elle soutint son regard. « J'ai réfléchi. J'accepte. » Le silence, dans la pièce voisine, avait été immédiat. 3 jours plus tard, Émilie emprunta le vieux pick-up de son père et prit la route avec Sophie et Michael. Les enfants, collés aux vitres arrière, vibraient d'excitation. « C'est grand, maman ?» demanda Michael, les yeux brillants. « Est-ce qu'il y aura une cheminée ?» renchérit Sophie, rêvant déjà d'un conte au coin du feu. Émilie serra le volant, oscillant entre la peur et un mince fil d'espoir. La route se rétrécit en chemin de terre, bordé d'érables et de pins flamboyants aux couleurs de l'automne. Un calme profond emplissait les bois, et malgré son angoisse, Émilie sentit son cœur s'alléger. Puis la cabane surgit, petite silhouette fatiguée envahie par la végétation. Le porche s'affaissait d'un côté, les fenêtres béantes montraient des vitres brisées, et des plaques entières du toit manquaient. Les lianes grimpaient le long des murs comme pour avaler l'édifice tout entier. « C'est ça ?» demanda Sophie, la voix hésitante. « Oui, c'est ça », répondit Émilie avec un sourire forcé. « Allons explorer. » L'intérieur empestait la moisissure et le passage des animaux. Pourtant, la pièce principale, avec sa grande cheminée de pierre, gardait une certaine noblesse. Le plancher, dissimulé sous des couches de poussière, était en bois massif. Les poutres du plafond, assombries par le temps, semblaient encore solides. Sophie trouva une vieille lanterne rouillée, Michael découvrit un nid d'oiseau dans la cheminée. Émilie, elle,
passait mentalement en revue les désastres, toits percés, infiltration, fenêtres à remplacer, pas d'eau, pas d'électricité, infestation probable de rongeurs. La liste était interminable. Dehors, ils découvrirent un puits ancien à la pompe rouillée, un cabanon effondré, et une prairie où les fleurs sauvages résistaient malgré le froid de l'automne. Plus loin, un ruisseau limpide serpentait entre les pierres. « On pourra revenir, maman ?» demanda Michael, sa petite main serrant la sienne. « On pourra le réparer ?» ajouta Sophie, les yeux brillants. Émilie les contempla, leurs visages illuminés d'espoir, et songea à leur appartement étouffant, aux nuits d'angoisse de Sophie, aux cauchemars de Michael. Elle revit le mépris de ses beaux-parents, leur rire moqueur. Alors une voix intérieure, claire et indomptable, s'éleva en elle. « Oui. Oui, on va le réparer. » Les semaines qui suivirent furent une épreuve de force. Émilie conserva son emploi de nuit dans les bureaux et ses week-ends au restaurant, mais chaque heure libre fut consacrée à la cabane. Son père venait parfois lui prêter main forte avec ses outils usés par le temps. Sa mère gardait les enfants lorsqu'Émilie travaillait jusqu'à l'épuisement, éclairée par une simple lampe de poche. Le premier défi fut le toit. Un voisin, un certain monsieur Holloway, ancien charpentier à la retraite, vivait à 1 kilomètre de là. Émilie osa frapper à sa porte pour demander s'il connaissait un endroit où acheter des tuiles bon marché. L'homme, au regard perçant, la dévisagea longuement. « J'ai entendu parler de vous, » dit-il enfin. « J'ai entendu ce que les Carter vous ont fait. C'est une honte. » Il marqua une pause, puis ajouta, « J'ai des matériaux en trop. Je vous aiderai si vous êtes vraiment décidé. » Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie. « Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je n'ai rien demandé. Je suis retraité, j'ai du temps. Samedi matin, je vous rejoins. » Ce samedi-là marqua le début d'une alliance inattendue. Holloway lui apprit à arracher les vieilles tuiles, à vérifier l'état du bois, à poser les nouvelles planches avec méthode. Ses mains se couvrirent de cloques, ses épaules brûlaient chaque soir, mais jour après jour, la toiture reprenait forme. Elle colmata les fenêtres avec des planches achetées à prix réduit chez un quincaillier compatissant. Son père lui prêta un vieux générateur pour alimenter une perceuse, un luxe au milieu des bois. Chaque pas vers la reconstruction redonnait un souffle nouveau à Émilie. La cabane, bien qu'encore délabrée, commençait à se transformer sous ses efforts acharnés. Les enfants, eux, riaient de nouveau. Ils ramassaient des brindilles pour allumer un feu, inventaient des jeux dans la prairie, buvaient l'eau fraîche du ruisseau. Leurs visages s'éclairaient d'une joie qu'Émilie n'avait plus vue depuis longtemps. Et tandis que ses beaux-parents attendaient, certains de sa faillite, Émilie traçait en silence les fondations d'une renaissance. Ce qu'ils avaient cru être une humiliation allait devenir, par sa ténacité, le cœur battant d'une nouvelle vie. Émilie Carter n'avait jamais pensé qu'elle pourrait un jour manier des outils électriques avec autant d'assurance. Ses journées, autrefois rythmées par le deuil et l'incertitude, se transformaient désormais en une succession de tâches physiques épuisantes, mais étrangement libératrices. À genoux, les mains brûlées par les produits de nettoyage et la peau rougie par l'effort, elle frottait les planchers du vieux chalet jusqu'à ce qu'il retrouve un semblant de dignité. Elle posait des pièges pour les rongeurs, sortait des années de détritus entassés comme les traces d'un abandon silencieux, et chaque sac rempli représentait une victoire minuscule contre l'ombre qui pesait sur sa vie. Ses enfants, Sophie et Michael, la rejoignaient les week-ends. Ils ramassaient des branches, arrachaient les mauvaises herbes, peignaient ce qu'Émilie leur indiquait avec un enthousiasme presque contagieux. Pour eux, ce n'était pas une corvée mais un jeu, qui remplirait son sac poubelle le plus vite. Les éclats de rire, qu'elle croyait perdus à jamais depuis la mort de son mari, recommençaient à résonner entre les murs délabrés et près du ruisseau où ils pique-niquaient pour reprendre des forces. Lentement, imperceptiblement, la douleur se fissurait pour laisser passer la lumière. Le chantier du porche fut sans doute le plus intimidant. Les poutres de soutien, pourries jusqu'à la moelle, menaçaient d'effondrer toute la structure. Monsieur Holloway, leur voisin bienveillant, vint lui prêter main forte. Ensemble, ils soulevèrent la plateforme à l'aide de crics, remplacèrent les poteaux, renforcèrent l'ossature, et cela dans un froid glacial de novembre où les doigts d'Émilie demeuraient engourdis malgré ses gants. Mais quand enfin elle se tint sur ce porche solide, face à la cabane qui reprenait vie, une fierté brûlante l'envahit. Depuis longtemps, elle n'avait pas ressenti une telle exaltation. À l'intérieur, elle s'attaqua à la cheminée. Elle en retira les nids d'oiseaux, les débris, vérifia le conduit, et lorsqu'un soir de décembre elle alluma un feu pour la première fois, ses enfants dansant autour des flammes comme si elles étaient magiques,
elle sut qu'il venait de franchir un cap. Le chalet n'était plus un piège cruel légué par des beaux-parents méprisants, mais le théâtre d'une résurrection. Émilie écumait les vœux-greniers et les friperies, ramenant une vieille causeuse défoncée mais confortable, des chaises dépareillées, une table bancale mais utile. Elle cousait des rideaux avec du tissu bon marché et, faute d'électricité, installait des lampes solaires et à piles qui diffusaient une lueur douce et chaleureuse. Grâce à l'aide de Holloway, la pompe du puits se remit miraculeusement à fonctionner, livrant une eau fraîche et limpide qui avait le goût d'un miracle. En janvier, la cabane devint habitable. À peine. Chaque centime qu'elle possédait, et même ce qu'elle n'avait pas, y était passé. Les impôts fonciers, attendus pour mars, planaient comme une épée de Damoclès. Elle ignorait comment elle les paierait. Mais ce qu'elle savait, c'est que ce lieu, autrefois une insulte, portait désormais la marque indélébile de ses mains calleuses et de sa détermination. C'est un samedi glacial de janvier, alors que la glace se formait déjà sur le ruisseau, qu'Émilie fit une découverte qui allait bouleverser leur existence. Les enfants passaient le week-end chez ses parents, et elle travaillait seule. Elle décida de réparer le plancher de la petite chambre, dont un coin suspect s'affaissait étrangement. Elle s'attendait à trouver du bois pourri. Mais en arrachant les planches gondolées, elle mit au jour un espace creux, une cavité dissimulée sous le sol. Le cœur battant, elle braqua une lampe de poche dans l'ouverture. La lumière révéla un compartiment soigneusement construit, d'environ 2 pieds carrés. À l'intérieur, des paquets enveloppés dans une toile huilée attendaient, protégés depuis des décennies. Émilie les sortit un à un, tremblante, et à la lueur d'une lampe de fortune, elle entreprit de les déballer. Le premier contenait de vieilles photographies sépia, fixées sur du carton épais. Une femme, en robe victorienne, se tenait fièrement à côté d'un trépied d'arpenteur. Sur un autre cliché, la même femme montait à cheval, vêtue d'habits de voyage jugés scandaleux pour l'époque. Une autre image la montrait au milieu d'un groupe d'hommes brandissant du matériel topographique. Elle était la seule femme, mais son regard ferme et assuré surpassait tous les autres. Le second paquet renfermait des cartes jaunies, fragiles, mais d'une précision stupéfiante. Émilie en déplia une avec précaution. Elle représentait le comté, mais dans une configuration ancienne, avec des parcelles, des annotations et des symboles mystérieux. Des croix, des cercles, une écriture minuscule et rigoureuse. Le troisième colis, le plus lourd, était un registre relié de cuir, ses pages épaisses légèrement moisies mais intactes. En l'ouvrant, Émilie lut d'une écriture soignée, journal d'arpentage et registre foncier, Monsieur Adélaïde Hartfort, arpenteuse du comté, 1891-1897. Émilie en eut le souffle coupé. Une femme arpenteuse, à la fin du XIXe siècle. Presque inimaginable. Page après page, le registre relatait avec précision des relevés de terrain, des litiges de bornage, des expertises sur les droits miniers. Les descriptions étaient détaillées, repères naturels, mesures, observations géologiques. Mais ce qui fit accélérer le cœur d'Émilie, ce furent les pages de revendications minières, enregistrées et notariées. Certaines concernaient des terrains qu'elle connaissait, déjà exploités. D'autres décrivaient des zones obscures. Et surtout, sur les dernières pages, figuraient des revendications personnelles. Adélaïde Hartfort avait elle-même enregistré des droits sur le terrain même où se dressait la cabane, et sur plusieurs parcelles voisines. Les mentions de gisements de charbon, aujourd'hui épuisés, n'étaient pas les plus étonnantes. Une note fit vaciller Émilie, vent constant, flux d'ouest exceptionnel, potentiellement précieux pour de futurs usages énergétiques. Écrite en 1893. Cette femme avait anticipé un siècle à l'avance l'ère des énergies renouvelables. Le lundi suivant, Émilie se rendit au bureau du greffe du comté, le registre serré dans une mallette empruntée. La greffière, Madame Vernon, sceptique au départ, pâlit en consultant les documents. Elle appela son supérieur. Ils disparurent de longues minutes avant de revenir, bouleversés. Madame Carter, ces documents semblent authentiques. S'ils ont été correctement enregistrés et que les impôts fonciers ont été régulièrement acquittés, les droits pourraient encore être valides. Émilie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Maintenu, grâce au paiement continu des taxes foncières? Oui. Et les archives montraient que ces taxes avaient toujours été réglées. Cela signifie quoi, concrètement, demanda-t-elle d'une voix blanche. Madame Vernon hésita, vous pourriez détenir des droits sur les ressources souterraines et, sur l'air, distincts des droits de surface. Consultez un avocat spécialisé. C'est complexe. Émilie n'avait pas les moyens de payer un avocat. Mais elle avait accès à la bibliothèque publique.
Soir après soir, elle dévorait des ouvrages de droit foncier, apprenant l'existence des droits de vent. Elle découvrit que ces droits, dissociables de la terre, pouvaient être loués à des entreprises éoliennes pour l'installation de turbines, procurant un revenu stable aux propriétaires. Un souvenir jaillit, elle avait lu, avant la mort de James, un article mentionnant une société cherchant à développer un parc éolien dans la région. Elle retrouva l'article dans les archives locales, Midwest Green Energy Corporation menait des études de faisabilité. Alors, Emily osa. Elle décrocha le téléphone et appela le bureau régional de l'entreprise. D'abord et conduite par une secrétaire, elle insista, « Je possède une propriété dans le comté de Harrison, accompagnée de documents historiques concernant les droits de vent. Cela pourrait intéresser votre projet. » Cette phrase ouvrit des portes. On l'a mis en relation avec David Chen, coordinateur du développement. Il l'écouta attentivement, puis, intrigué, proposa un rendez-vous. Une semaine plus tard, Emily, vêtue de ses plus beaux habits, entra dans un café de la ville, une mallette serrée contre elle. Chen consulta le registre pendant près d'une heure, appelant son service juridique, photographiant les pages, questionnant Emily. Enfin, il leva les yeux, impressionné. C'est extraordinaire. Adélaïde Hartford était une pionnière. D'après ce que je vois, et sous réserve de vérification complète, vous détiendriez des droits éoliens sur environ 400 acres. Or, cette zone correspond exactement à notre corridor de faisabilité. Le cœur d'Emily battait à tout rompre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Midwest Green Energy souhaite négocier un bail avec vous. Nous installerons les turbines, et vous percevrez un paiement initial substantiel, puis une redevance annuelle ainsi qu'un pourcentage des revenus produits. Emily sentit ses yeux se remplir de larmes. Substantiel, à quel point? Chen sortit sa calculatrice, fit quelques estimations, puis répondit calmement. À titre préliminaire, vous pourriez percevoir un versement initial autour de $200 000, puis chaque année entre 50 000 et 100 000 selon la production. Sur une durée de 30 ans. Il n'eut pas besoin d'achever sa phrase. Emily comprit. Ce qui avait commencé comme une farce cruelle s'était transformé en bénédiction inespérée. Non seulement elle avait sauvé la cabane, mais elle tenait entre ses mains l'héritage visionnaire d'Adélaïde Hartford, une femme en avance sur son temps, et l'avenir de ses propres enfants. Emily n'en croyait pas ses oreilles. 3 à 4 millions de dollars de revenus potentiels. La somme paraissait irréelle, presque abstraite. Les chiffres dansaient dans son esprit comme des mirages. Assise face à Chen, représentant de Midwest Green, elle se sentait submergée. Lui, avec un calme professionnel, poursuivait. Nos beaux standards incluent toujours des clauses de protection environnementale, des dispositions pour une gestion durable des terres, ainsi que la possibilité pour le propriétaire de conserver certains usages. Vous n'aurez pas à gérer ni à faire fonctionner les turbines. C'est nous qui nous en occupons. Mais vous bénéficierez directement de la production d'énergie propre. Emily, la gorge sèche, parvint enfin à retrouver sa voix. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle. Je dois comprendre exactement à quoi je m'engagerai. Chen acquiesça sans pression. Bien sûr. Prenez votre temps. C'est une décision majeure. Nous ferons préparer un projet de contrat par notre service juridique. Mais je vous conseille de le faire examiner par votre propre avocate avant de signer quoi que ce soit. Emily suivit ce conseil. Avec une partie de la modeste assurance vie qu'elle avait jalousement gardée pour les urgences, elle engagea Patricia Flore. Avocate redoutablement compétente, Patricia avait grandi dans la pauvreté, elle connaissait intimement le poids de ce genre d'opportunité. Après avoir étudié chaque clause, elle leva les yeux vers Emily. C'est une très bonne offre. Mais nous pouvons obtenir mieux. Il propose un bail de 30 ans, renouvelable. Je veux renforcer le langage environnemental, exiger des paiements minimaux garantis quel que soit le rendement, et surtout négocier à la hausse le pourcentage des revenus énergétiques. N'oubliez pas, vous détenez ce qu'ils veulent. Vous avez un levier. Les 2 mois qui suivirent furent une initiation accélérée pour Emily. Sous la houlette de Patricia, elle apprit des termes techniques à facteurs de capacité, clauses d'escalade et développa une assurance nouvelle. Chaque réunion devenait un terrain où elle refusait de céder trop vite. Lorsque Midwest Green tenta de restreindre ses droits futurs sur ses propres terres, elle s'y opposa fermement. Elle exigea aussi que la forêt et le ruisseau soient protégés, et que leur restauration soit obligatoire si les turbines venaient un jour à disparaître. À force de ténacité,
le contrat final devint remarquable. Emily obtint un paiement initial de 250 000 $ à la signature, des versements annuels minimaux de 60 000 $, ainsi que 4% des revenus bruts de production. Les clauses environnementales dépassaient les standards habituels de l'entreprise. Mieux encore, elle conserva le droit d'utiliser la surface pour des projets durables. Déjà, elle rêvait d'un petit musée et d'un centre éducatif. Mais avant de signer, Emily se lança dans une recherche personnelle. Elle retourna à la bibliothèque, intriguée par un nom rencontré dans ses découvertes, Adélaïde Hartford. Ce qu'elle trouva bouleversa son regard sur le lieu. Adélaïde Hartford avait été l'une des premières femmes arpenteuses aux États-Unis, à une époque où les femmes avaient à peine le droit de posséder des terres. Elle n'avait jamais épousé personne, avait affronté moqueries, obstacles légaux et jugements mesquins, mais avait persévéré. Elle avait cartographié des milliers d'acres, réglé des litiges fonciers, relevé des données géologiques et météorologiques avec un professionnalisme exemplaire. Elle avait vécu et travaillé dans la cabane qu'Emily restaurait aujourd'hui. Elle y était morte en 1924, à 73 ans, oubliée par l'histoire. Emily décida que cette femme méritait d'être honorée. Elle déposa une demande de subvention pour la préservation historique, retraçant la vie d'Adélaïde et sollicitant un financement pour transformer la cabane en musée et en centre pédagogique. Contre toute attente, la demande fut acceptée, 50 000 $ pour restaurer et valoriser le lieu. Avec ce soutien et l'avance de Midwest Green, Emily régla ses dettes, ouvrit des fonds universitaires pour Sophie et Michael, puis lança le chantier du musée. Elle engagea des artisans pour consolider la structure sans trahir l'authenticité du bâtiment. Un conservateur local l'aida à créer des expositions sur Adélaïde et sur l'histoire des femmes dans les sciences et le métier d'arpenteur. La cabane, jadis décrépite, se transforma. Dans la pièce principale, Emily exposa les instruments d'arpentage d'Adélaïde, ses cartes, ses photographies et ses journaux intimes découverts dans une vieille malle. La chambre fut recréée dans un style victorien simple et chaleureux. L'électricité et la plomberie moderne furent discrètement intégrées, sans briser l'esthétique d'époque. Dans l'ancien cabanon, devenu centre d'accueil, elle installa des panneaux éducatifs sur l'énergie éolienne et la gestion durable des terres. À l'automne, presque un an après avoir hérité de la cabane pour $1, Emily organisa l'inauguration du musée. Le maire parla de revitalisation rurale et de développement durable. Patricia Flore évoqua la valeur de la ténacité et de la dignité. Emily, aux côtés de ses enfants, reçut un prix de la Société historique du comté. Dans son discours, elle raconta la vie d'Adélaïde, insistant sur l'importance de se souvenir des pionnières. Elle conclut. Parfois, ce que l'on croit sans valeur cache en réalité les plus grands trésors. Au fond de la salle, ses beaux-parents, Robert et Linda Carter, assistaient, raides et silencieux. Ils avaient lu dans les journaux le montant du contrat, entendu les rumeurs d'argent. Le regard de Linda croisa celui d'Emily. Pas de triomphe dans ses yeux-là, mais peut-être un éclat de regret. Emily ne ressentit ni rancune ni vengeance, seulement un sentiment d'achèvement paisible. Ce n'était jamais vraiment à leur sujet. Le soir, seule à la cabane, Emily parcourut les pièces désormais métamorphosées. Les turbines mettraient encore du temps à être installées, les études environnementales et les infrastructures restaient à faire. Mais le bail était signé. Les paiements étaient assurés. Pour la première fois, son avenir et celui de ses enfants semblaient solides. Sur le porche, elle contempla le coucher de soleil. Les oiseaux s'installaient, le vent jouait dans les branches, le ruisseau murmurait au loin. Elle sortit son téléphone et observa la photo qu'elle gardait en fond d'écran, James, son mari défunt, le jour de leur mariage, souriant d'une joie pure. La colère qui l'avait habité après sa mort s'était estompée, remplacée par une force tranquille. Elle murmura dans l'air du soir. « Nous avons bâti ton rêve. » James voulait toujours offrir un avenir meilleur à leurs enfants, briser les cycles d'échecs, bâtir quelque chose de durable. Il n'avait pas eu le temps. Emily, elle, l'avait fait. Elle avait transformé une mauvaise plaisanterie ou une cabane délabrée donnée par méchanceté en héritage. Elle pensa à Adélaïde Hartford. Cette femme solitaire, un siècle plus tôt, avait noté les vents par pure curiosité, convaincue que la connaissance importait. Ses observations patientes, consignées sans imaginer l'avenir, assuraient aujourd'hui la sécurité d'une veuve et de 2 enfants. Emily se promit d'être ce genre de personne, de celles qui travaillent bien, même si personne ne les regarde, de celles qui laissent derrière elles des traces utiles. Elle voulait que Sophie et Michael apprennent cette leçon, non par des sermons, mais en la voyant agir. Une première étoile scintilla dans le ciel.
Émilie fit un vœu, non pas d'argent, mais de force. La force de continuer à bâtir, à honorer ce que James avait rêvé, ce qu'Adélaïde avait documenté, et qui lui incombait désormais. Le lendemain, elle reviendrait avec ses enfants. Ils allumeraient un feu, boiraient du chocolat chaud dans des tasses dépareillées. Sophie voulait camper dans le salon, Michael cherchait encore des trésors dans les recoins. Émilie sourit, il y avait effectivement des trésors, mais d'un autre genre. Des trésors faits de patience, de travail, de persévérance. Avant de partir, elle verrouilla soigneusement le musée et le centre des visiteurs. Sur la route du retour, elle laissa la musique remplir l'habitacle et se surprit à ressentir un sentiment qu'elle croyait perdu, l'espoir. Pas un espoir fragile, mais une certitude robuste née de preuves concrètes, elle pouvait survivre, bâtir, transformer la dérision en victoire. Ses beaux-parents l'avaient méprisée en lui donnant cette cabane, pensant la priver de valeur. Il s'était trompé. Sans le vouloir, il lui avait offert un espace pour respirer, un défi à relever, une chance de prouver sa force. Elle avait passé l'épreuve avec brio. Arrivée chez elle, elle lut le message de sa mère, « Les enfants dorment déjà. Nous sommes si fiers de toi. Ton père aussi. » Le cœur d'Émilie se réchauffa. Le lendemain, elle reprendrait son travail de nettoyage, qu'elle avait choisi de conserver malgré ses nouveaux revenus. Parce qu'elle voulait montrer à ses enfants que le travail avait une valeur en soi, quelle que soit la situation financière. Elle poursuivrait l'ivrisation du centre, avancerait dans ses projets, continuerait de construire pièce par pièce une vie nouvelle. Cette nuit-là, Émilie Carter s'endormit, épuisée mais fière. Veuve, mère, négociatrice, restauratrice, fondatrice de musée, improbable propriétaire de droits éoliens. Elle était tout cela à la fois. Et dans son cœur, elle savait que quelque part, James et Adélaïde voyaient ce qu'elle avait accompli, et qu'ils en étaient fiers. Dans cette cabane, plus d'un siècle auparavant, une femme avait scrupuleusement noté les mouvements du vent, sans jamais imaginer qu'un jour ces observations serviraient à alimenter des turbines géantes et à produire de l'énergie renouvelable. Elle n'avait agi ni pour la gloire ni pour l'argent, mais simplement parce qu'elle croyait que la connaissance avait un sens en soi. Émilie aimait penser qu'Adélaïde Hartford approuverait ce musée, qu'elle serait fière de voir son histoire racontée, la cabane restaurée, son héritage préservé et transmis aux générations futures. Le soir, dans le silence de son petit appartement, Émilie préparait une tasse de thé et s'asseyait à sa table de cuisine. C'était à cette même table qu'elle avait pleuré autrefois, avec ses enfants, autour d'un gâteau d'anniversaire trop salé. Ce souvenir lui paraissait lointain, presque irréel. Tant de choses avaient changé depuis. Tant avait été construite, et tant restait encore à bâtir. Elle ouvrait un cahier à la couverture usée et se mettait à écrire. Planifier, toujours planifier, car c'est ainsi qu'on bâtit une vie, en traçant la route, étape après étape. Elle écrivait pour transformer cette cabane achetée $1 en une aventure de plusieurs millions, pour honorer le passé tout en créant l'avenir. Sa plume courait sur le papier jusqu'à ce que le thé refroidisse, que sa main se crispe de fatigue, et que ses idées prennent enfin forme. Puis elle ferma le cahier, éteignit la lumière et alla se coucher, prête à accueillir le lendemain. Car Émilie avait appris quelque chose d'essentiel au fil de ces mois d'efforts et de doutes, elle était capable. Capable d'affronter ce qui viendrait, qu'il s'agisse d'épreuves ou de promesses. Elle possédait désormais les outils, la confiance, la certitude que ce qui semblait sans valeur pouvait receler un trésor. Il suffisait d'avoir le courage de regarder au-delà des apparences, de croire que l'effort comptait et que des débuts infimes pouvaient mener à des aboutissements extraordinaires. C'est la cabane qui le lui avait enseigné. C'est Adélaïde qui le lui avait montré. Et Émilie se jura qu'elle consacrerait sa vie à transmettre cette leçon, à bâtir sur les fondations de cet héritage $1 qui s'était révélé inestimable. Les semaines suivant l'inauguration du musée apportèrent une notoriété inattendue. L'article du journal local fut repris par un média régional, puis par un blog national spécialisé dans les récits inspirants. Le titre fit sensation, une veuve transforme une cabane à $1 en héritage de plusieurs millions. Du jour au lendemain, le téléphone d'Émilie se mit à sonner sans répit. Des journalistes voulaient l'interviewer, des producteurs télévisés souhaitaient raconter son histoire, et même des documentaristes s'intéressaient à la vie d'Adélaïde Hartford. Émilie restait méfiante. Elle avait trop souffert pour se laisser griser par une gloire soudaine, et elle craignait surtout les répercussions sur Sophie et Michael. Mais son avocate et amie, Patricia Flore, l'aida à trier les demandes, accepter seulement celles qui serviraient réellement la mission du musée, refuser celles qui sentaient l'exploitation sensationnaliste.
Émilie finit par accepter une seule interview télévisée, pour une émission matinale à diffusion régionale. Le producteur lui avait promis que le sujet mettrait en valeur l'importance historique d'Adélaïde Hartford et le rôle des femmes scientifiques oubliées. La veille de l'enregistrement, Émilie dormit à peine. Elle répétait ses réponses à voix basse, craignant de dire une absurdité. Le matin même, sa mère vint l'aider à se préparer. Marie Walsh avait les yeux embués en ajustant le col de la robe bleu marine choisie pour l'occasion, simple, élégante sans ostentation. « Ton père et moi sommes si fiers de toi », confia-t-elle. Pas seulement pour l'argent, mais pour la manière dont tu as affronté tout cela. Tu n'as jamais renoncé, même quand nous avions peur que tu t'effondres. Émilie baissa les yeux. J'ai failli craquer, plus d'une fois. Sa mère serra doucement sa main. Mais tu ne l'as pas fait. C'est tout ce qui compte. L'entretien se déroula mieux qu'elle ne l'aurait cru. L'animatrice, Jennifer Chen, avait travaillé son dossier et posait des questions pertinentes sur la vie d'Adélaïde et les obstacles rencontrés par les femmes dans des professions dominées par les hommes. Émilie se détendit peu à peu et parla avec passion du travail méticuleux de la géomètre et de sa vision étonnamment moderne. « Que pensez-vous qu'Adélaïde dirait si elle voyait ce que sa cabane est devenue » demanda Jennifer. Émilie réfléchit un instant. « Je crois qu'elle serait heureuse de voir que son travail a compté, qu'il a aidé quelqu'un plus d'un siècle après. » C'était une femme pragmatique. Elle notait tout parce qu'elle croyait que la connaissance avait une valeur, même si cette valeur n'était pas immédiate. Elle serait sans doute ravie de savoir que ces observations minutieuses assurent aujourd'hui l'avenir de mes enfants. Puis vint une autre question, et que diriez-vous aux personnes qui traversent des épreuves, qui ont l'impression d'avoir reçu de la vie une mauvaise main? Émilie fixa la caméra. Je leur dirais que la valeur n'est pas toujours visible. Ce qui semble être la pire catastrophe peut contenir en germe quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut être prêt à travailler. À se présenter, jour après jour, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Personne ne viendra vous sauver. On se sauve soi-même. Une journée à la fois, une réparation à la fois, une petite victoire à la fois. 2 semaines plus tard, le segment fut diffusé. Les réactions dépassèrent tout ce qu'Émilie avait imaginé. La boîte mail du musée se remplit de messages, des témoignages de persévérance, des demandes de conseils, des remerciements pour l'inspiration. Des enseignants sollicitaient des visites scolaires, une association de femmes ingénieurs proposa un partenariat éducatif. Parmi toutes ces réponses, une lettre surprit Émilie. Elle venait de Margaret Waverly, qui se présentait comme l'arrière-petite-nièce d'Adélaïde Hartford. Elle vivait à Boston et travaillait depuis des années sur son arbre généalogique, mais avait perdu la trace de la branche d'Adélaïde. La diffusion télévisée l'avait menée jusqu'à Émilie. Elle possédait des documents, des photos, des récits familiaux qui enrichiraient considérablement les collections du musée. Elles commencèrent à correspondre, puis décidèrent de se rencontrer au printemps, lors d'un voyage de Margaret à la cabane. Cette femme d'une 60aine d'années, vive et énergique, arriva avec 2 cartons sortis de son grenier, remplis de trésors oubliés. Ma grand-mère racontait des histoires sur tante Adélaïde, expliqua-t-elle, assise dans la pièce principale de la cabane, désormais baignée d'une lumière chaude. Elle avait scandalisé la famille en refusant le mariage, en poursuivant des études, en devenant géomètre. Les hommes pensaient qu'elle était folle, mais ma grand-mère l'admirait profondément. Les boîtes recelaient des merveilles, des photographies d'Adélaïde à l'université, l'une des premières femmes à étudier les mathématiques et l'ingénierie dans son établissement, des lettres personnelles évoquant aussi bien le suffrage féminin que les formations géologiques, un journal relatant ses débuts de géomètre, la discrimination qu'elle subissait, et sa détermination à prouver sa valeur par l'excellence. Un courrier en particulier bouleversa Émilie, une lettre d'Adélaïde à sa sœur, datée de 1920, 4 ans avant sa mort. Je sais que mon travail paraît étrange à beaucoup, cette obsession des mesures et des notes. Mais je crois que l'observation rigoureuse est une forme d'espérance. Lorsque j'enregistre les vents, les dépôts minéraux ou les limites de propriété, je préserve un savoir pour des gens que je ne rencontrerai jamais. Je résous des problèmes qu'ils n'ont pas encore découverts. Peut-être est-ce là le plus beau rôle qui nous soit donné, laisser derrière nous un monde un peu mieux documenté, un peu mieux compris, un peu mieux préparé pour l'avenir. La voix tremblante, Émilie lut la lettre à haute voix. C'est exactement ce qu'elle a fait, dit-elle à Margaret. Elle a résolu un problème que j'ignorais avoir. Elle m'a donné un avenir en notant simplement les vents, il y a plus d'1 siècle. Margaret sourit, Adélaïde croyait aux résultats concrets. Toute sa science n'avait de sens que si elle servait la vie réelle.
Cette cabane, ce musée, la sécurité de tes enfants, voilà le type d'héritage qu'elle aurait chéri. Margaret fit don des archives au musée et devint conseillère officieuse, aidant Emily à concevoir des expositions plus complètes et à tisser des liens avec d'autres chercheurs. L'institution prit alors une nouvelle dimension, elle n'était plus seulement un mémorial dédié à Adélaïde Hartford, mais un centre consacré aux contributions méconnues des femmes dans les sciences et les techniques. L'automne suivant, lorsque débuta la construction des éoliennes, Emily s'assura que ce chantier serait aussi pédagogique qu'industriel. Elle organisa des visites scolaires pour expliquer aux enfants le fonctionnement des turbines et les principes de l'énergie renouvelable. Elle collabora avec Midwest Green Energy pour installer dans le musée des panneaux didactiques détaillant le rôle du vent, l'ingénierie des machines et les raisons pour lesquelles cet endroit était idéal. David Chen, le coordinateur avec lequel elle avait négocié au départ, devint un ami et un allié. Il appréciait son souci de transparence et d'éducation, et son entreprise mit en avant le projet comme un modèle de développement durable réussi. Les turbines, hautes et majestueuses, dépassèrent toutes les attentes d'Emily. Leur tour blanche, visible à des kilomètres, impressionnait Sophie et Michael, qui suppliaient chaque week-end d'aller observer le chantier. Ils apprenaient avec enthousiasme le langage de l'ingénierie, mégawatts, facteur de capacité, intégration au réseau, des mots qui lui auraient paru étrangers à leur âge. Le jour de l'inauguration, Emily se tint aux côtés de ses enfants, de ses parents, de Monsieur Holloway, de Patricia Flore, de Margaret Waverly et d'une foule de voisins. Tous observèrent, le souffle retenu, les pales gigantesques se mettre à tourner. Ce n'était pas aussi spectaculaire qu'elle l'avait imaginé, pas d'explosion de bruit ni d'éclairs de lumière, seulement le mouvement lent et régulier d'une technologie apprivoisant le vent. Ce même vent qu'Adélaïde Hartford avait mesuré, à la main, un siècle plus tôt. Emily ferma les yeux. Elle sentit l'air effleurer son visage et sut, au plus profond d'elle-même, que l'histoire était bouclée. Le passé et l'avenir se rejoignaient, reliés par la persévérance d'une femme oubliée et par sa propre détermination à transformer l'invisible en valeur. Ce qui avait commencé par un héritage dérisoire d'$1 devenait désormais une promesse durable, portée par le vent. Michael plissa les yeux vers l'immense pale blanche qui tournait lentement au-dessus de sa tête. « Maman, est-ce que ça fabrique de l'électricité » demanda-t-il avec un mélange de curiosité et d'émerveillement. Emily sourit, caressant doucement les cheveux de son fils. « Oui, mon chéri. Cette éolienne produit de l'énergie propre, de quoi alimenter des maisons, des écoles, des hôpitaux et des entreprises dans toute la région. Elle transforme le vent en lumière, en chaleur, en vie. Et, en même temps, elle nous rapporte de l'argent. » Sophie, toujours aussi pragmatique que sa mère, fronça légèrement les sourcils. « Alors, ça veut dire que ça fait de l'argent » Emily hocha la tête, mais elle corrigea avec tendresse. « Oui, mais retiens bien une chose, ma grande. L'argent n'est qu'un outil. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas la somme elle-même, mais ce que tu choisis d'en faire. Avec cet argent, nous pouvons financer ton éducation, permettre à d'autres enfants de découvrir la science et l'histoire, et bâtir un futur meilleur. » La première année de production dépassa toutes les attentes. Les turbines rapportèrent plus que prévu, et la part de revenus d'Emily, combinée au loyer fixe du bail, atteignit plus de $170 000. Cette somme, jadis inimaginable pour elle, représentait une nouvelle ère. Emily plaça la majorité de l'argent dans des fonds de confiance pour l'avenir de ses enfants et dans le budget de fonctionnement du musée. Mais, pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa aussi quelques plaisirs personnels. Elle acheta une voiture neuve et fiable pour remplacer le vieux camion fatigué de son père. Elle offrit à Sophie et Michael ce qu'ils n'avaient jamais connu, de vraies vacances. Une semaine entière au bord de la mer, à construire des châteaux de sable, à courir sur la plage, à ramasser des coquillages colorés, et surtout, à vivre sans compter chaque dollar, sans craindre le lendemain. Ce furent 7 jours bénis, où l'insouciance se réinstalla dans leur rire. Emily fit aussi un geste qui la reliait profondément à l'histoire, elle créa une bourse à l'université où avait étudié Adélaïde Hartford, cette pionnière qui avait ouvert la voie. Ce fonds, destiné aux jeunes femmes en génie civil, en topographie ou en énergie renouvelable, fut baptisé Adélaïde Hartford Future Leader Fund. Lors de la première cérémonie, Emily serra la main de 3 étudiantes dont les regards déterminés lui rappelaient l'expression farouche d'Adélaïde dans les vieilles photographies jaunies. Elle sentit son cœur se gonfler de fierté, la mémoire d'Adélaïde ne survivait pas seulement à travers un musée, mais à travers des vies nouvelles. Mais le changement le plus important, Emily le remarqua en elle-même. Elle ne tremblait plus devant une facture inattendue. Elle planifiait l'avenir avec confiance,
au lieu de se contenter de survivre au présent. Elle riait plus facilement, dormait mieux, et se surprenait à croire en des possibles plutôt qu'à craindre les obstacles. Ses relations avec ses beaux-parents restaient compliquées, mais elles évoluèrent. 18 mois après l'ouverture du musée, Robert Carter demanda à lui rendre visite. Emily, méfiante mais curieuse, accepta. Il vint seul, Linda, sans doute trop fière ou trop honteuse, resta à la maison. Robert parcourut lentement le musée, lisant chaque lettre d'Adélaïde, observant les instruments de mesure, contemplant les photos anciennes. Enfin, il se tourna vers Emily. « Je te dois des excuses. Pour beaucoup de choses. Pour la manière dont nous t'avons traité après la mort de James. Pour le mépris, pour ce dollar cruel et le mépris du cabanon. Pour avoir pensé que tu n'étais pas digne de notre fils. » Emily resta silencieuse, l'invitant du regard à poursuivre. « James t'aimait parce que tu étais forte, déterminée et généreuse. Je le voyais déjà, mais je refusais de l'admettre, car cela signifiait reconnaître que j'avais eu tort. Aujourd'hui, je comprends. Tu as bâti ici quelque chose de remarquable, tu as honoré l'histoire, créé des opportunités, élevé 2 enfants seuls. James serait fier. Je le suis aussi, même si je n'ai aucun droit à cette fierté. » Emily inspira profondément. La colère ancienne grondait toujours dans son cœur, mais elle ne l'étouffait plus. « J'accepte tes excuses, Robert. Ce que toi et Linda avez fait m'a blessé, et a rendu une période déjà terrible encore plus douloureuse. Mais j'ai survécu. J'ai transformé cette douleur en force. Je n'ai plus besoin de votre approbation, et je refuse aussi de porter la rancune comme un fardeau. » Il baissa les yeux, puis osa demander. « Est-ce que Sophie et Michael peuvent encore connaître leur grand-père » Emily soutint son regard. « Cela dépend de toi. Si tu es présent, si tu les traites avec amour et respect, si tes actes prouvent que tu les valorises, alors oui. Mais je ne tolérerai plus la cruauté ni le mépris. Ils ont déjà souffert assez. » Robert acquiesça, ému. « Je comprends. Merci. » Et il tint parole. Au début, il venait rarement, maladroit, presque intimidé. Puis il s'installa doucement dans la vie des enfants. Il leur offrait des livres, les emmenait au parc. Il ne devint jamais un grand-père chaleureux, son tempérament réservé l'en empêchait. Mais il fut présent, et cela suffisait. Linda, elle, ne prononça jamais d'excuses. Mais elle envoya chaque année des cartes d'anniversaire, accompagnées de chèques de plus en plus généreux. Une manière maladroite de rattraper le passé. Emily accepta ces gestes avec politesse, mais sans dépendance. Elle avait compris qu'elle n'avait plus besoin de l'approbation des Carter. Leur présence dans la vie des enfants était un plus, non une condition. Le musée, lui, ne cessa de croître. Emily engagea une éducatrice à temps partiel, une doctorante en histoire qui préparait une thèse sur les femmes scientifiques du XIe siècle. Elle élargit les expositions à d'autres pionnières méconnues de la région et lança un projet d'histoire orale, des entretiens enregistrés avec les anciens du village, sur leurs souvenirs des terres, de l'énergie, des changements sociaux. 3 ans après l'ouverture, Emily reçut une lettre officielle, le musée venait d'être inscrit au registre national des sites historiques. Cet honneur lui offrit reconnaissance et financement supplémentaires. Lors de la cérémonie de reconnaissance à la capitale de l'État, le gouverneur la félicita personnellement pour avoir préservé une part essentielle de l'histoire régionale. Un journaliste lui demanda alors. « Et maintenant, Madame Carter, quels sont vos projets ?» Emily prit le temps de réfléchir. Elle avait sécurisé l'avenir de sa famille, honoré la mémoire d'Adélaïde, transformé une humiliation en centre éducatif prospère. Elle aurait pu s'arrêter là, vivre confortablement grâce aux revenus des éoliennes. Mais ces années de construction lui avaient appris une vérité, le bonheur ne se trouvait pas seulement dans l'aboutissement, mais dans l'acte même de bâtir, de créer, de donner forme au possible. Elle répondit avec un éclat nouveau dans la voix. « Je veux étendre ce travail. Il y a d'autres femmes oubliées dans cet État, dans ce pays, dont les contributions méritent reconnaissance. Il y a d'autres familles, comme la mienne, qui pourraient bénéficier d'exemples d'utilisation innovante des terres. Je rêve d'un réseau de petits musées et de centres éducatifs, chacun racontant une histoire locale d'innovation et de persévérance. » Le journaliste parut impressionné. « C'est ambitieux. » Emily esquissa un sourire. Être ambitieuse, c'est simplement croire que son travail compte. Adélaïde Hartford me l'a appris. Elle était femme topographe en 1891,
et son audace a tracé le chemin. Et elle le pensait sincèrement. Au cours de l'année suivante, Émilie fonda, avec l'aide de son avocate et amie Patricia Flore, une organisation à but non lucratif, la Fondation Adélaïde Hartford pour la préservation historique et le développement rural. Sa mission, identifier des propriétés rurales historiquement significatives, les préserver, les transformer en ressources éducatives et leur donner des modèles économiques viables pour soutenir les communautés locales. Émilie investit une partie de ses revenus d'éoliennes et des bénéfices du musée comme capital de départ, puis sollicita des subventions et des dons. Le premier projet de la fondation, au-delà du cabanon initial, fut la restauration d'un moulin du XIe siècle dans le comté voisin. La famille propriétaire, accablée par les coûts d'entretien, pensait devoir l'abandonner. Avec l'aide de la fondation, ils découvrirent que ce moulin avait été l'une des premières entreprises manufacturières dirigées par une femme dans la région. Sa valeur historique devint évidente. Ensemble, ils le transformèrent en musée vivant, les visiteurs pouvaient assister à des démonstrations, participer à des ateliers d'artisans, apprendre l'histoire, tout en générant des revenus pour entretenir le site. Le travail était exigeant, parfois épuisant. Mais pour Émilie, il était surtout profondément gratifiant. Elle avait trouvé sa véritable vocation, transformer le passé en levier pour l'avenir, offrir aux générations présentes les leçons, l'inspiration et les ressources issues de ceux et celles qui avaient osé rêver avant elle. Et chaque soir, quand le vent faisait tourner les pales des éoliennes au loin, Émilie Carter savait qu'elle avait donné un sens nouveau à ce dollar méprisant qu'on lui avait jadis tendu. Elle avait bâti un héritage de lumière, d'histoire et d'espoir. Émilie n'aurait jamais imaginé posséder de tels talents. Pourtant, les épreuves avaient révélé en elle une force insoupçonnée, elle avait appris à collecter des fonds, à gérer des projets complexes, à planifier stratégiquement et à prendre la parole en public avec une assurance nouvelle. Peu à peu, elle avait constitué une petite équipe autour d'elle, une historienne passionnée, un responsable des subventions, et une coordinatrice de développement. Ensemble, ils avaient bâti des ponts avec les universités, les sociétés historiques et les agences de développement rural. Chaque jour, ses enfants, Sophie et Michael, la voyaient changer. Leur mère, autrefois une femme au bord du gouffre, survivant à peine, se transformait en une bâtisseuse d'opportunités, une visionnaire capable d'ouvrir des chemins pour d'autres. Sophie, désormais âgée de 12 ans, observait ces transformations avec des yeux brillants. Elle confia un soir à sa mère qu'elle rêvait de devenir architecte. Elle voulait concevoir des bâtiments modernes qui respecteraient la mémoire du passé tout en servant les besoins du présent. Michael, qui avait 10 ans, s'était quant à lui passionné pour les énergies renouvelables. Il ne cessait de parler de son ambition de devenir ingénieur, convaincu que l'avenir reposait sur des inventions capables d'harmoniser progrès et nature. Un soir, alors que la famille s'était installée sur le porche de la cabane devenue entre-temps un véritable espace de vie chaleureux, avec des meubles solides et des plantes suspendues qui dansaient doucement dans la brise, Sophie se tourna vers sa mère. « C'est toi qui as rendu tout cela possible, maman. Tu nous as montré que même les choses les plus difficiles pouvaient être surmontées. » Émilie serra tendrement sa fille contre elle et répondit d'une voix douce mais ferme. « Non, ma chérie. Nous l'avons fait ensemble. Toi et Michael, vous m'avez donné la force d'avancer lorsque j'avais envie d'abandonner. Quand je n'arrivais plus à voir l'avenir de cette cabane, ce sont vos regards qui m'ont révélé son potentiel. Nous formons une équipe. » Michael, appuyé contre l'autre épaule de sa mère, demanda alors d'une voix hésitante. « Est-ce que tu penses encore à papa ?» Émilie prit une longue inspiration, le cœur serré. « Chaque jour, répondit-elle avec sincérité. Je pense à la fierté qu'il aurait éprouvée en vous voyant grandir. Je pense à combien il aurait aimé cet endroit et au désir qu'il aurait eu de l'améliorer encore. Je pense à son rire en voyant que la plaisanterie cruelle de ses parents s'est transformée en une aventure magnifique. » Sophie, songeuse, ajouta. « Tu crois que les Carter regrettent ?» Émilie réfléchit un instant avant de répondre. « Peut-être que Robert et Linda portent une forme de regret. Je n'en suis pas certaine. Mais tu sais quoi? Cela compte moins qu'avant. Ce qu'ils ont fait était injuste, cruel même. Pourtant, cela nous a menés ici, à ce porche, à cette vie, à ce travail. Je n'effacerai rien, même si je le pouvais, parce qu'effacer le passé, ce serait aussi effacer tout le bien qui en a découlé. » À travers les arbres, les pales des turbines continuaient de tourner lentement, régulières comme un battement de cœur. Elles incarnaient à la fois la clairvoyance d'Adélaïde et la détermination d'Émilie. Plus bas, les murs blancs du musée brillaient sous les lumières du soir, accueillant encore des visiteurs qui erraient entre les expositions.
Non loin de là, dans l'ancien hangar rénové en bureau de la fondation, une lampe restait allumée, quelqu'un travaillait tard à une demande de subvention. Émilie inspira profondément l'air frais, imprégné de l'odeur des pins et des prémices de l'automne. 5 ans plus tôt, elle se souvenait être entrée, humiliée et abattue, dans le bureau d'un avocat pour accepter une cabane, valant $1 symbolique. Ce qui avait ressemblé à une farce cruelle s'était transformé en point de départ d'une nouvelle vie. Aujourd'hui, elle était assise sur ce même porche restauré, entourée de preuves vivantes de ce que la persévérance et la vision pouvaient accomplir. Son esprit se tourna vers Adélaïde Hartford, qui avait vécu dans cette cabane plus d'un siècle auparavant. Elle l'imagina, seule, écrivant à la lueur d'une lampe à huile, notant patiemment les mouvements du vent. Personne ne s'intéressait à ses observations, et pourtant elle y croyait. Elle croyait que son travail comptait. Émilie pensa aussi à toutes ces femmes qui, au fil des âges, avaient découvert, bâti, créé, mais dont les noms avaient été oubliés ou méprisés. C'était pour elle qu'Émilie avait créé la fondation Adélaïde Hartford. Sa mission était claire, raconter leurs histoires, préserver leurs héritages, et transformer ces œuvres oubliées en tremplin pour de nouvelles vies. Tout comme les écrits d'Adélaïde avaient bouleversé la sienne. « Raconte-nous encore le jour où tu as trouvé la cachette secrète », demanda Michael avec insistance. C'était devenu un rituel, une légende familiale qu'il aimait entendre encore et encore. Émilie sourit et reprit son récit. C'était un samedi. Je travaillais seul dans la cabane. J'ai remarqué une zone du plancher qui semblait différente, un peu plus souple. Elle raconta comment, en soulevant la planche, elle avait découvert les documents soigneusement préservés d'Adélaïde. Ses enfants, bien qu'ils aient entendu cette histoire des dizaines de fois, écoutaient avec la même ferveur, les yeux grands ouverts. En racontant, Émilie réalisa que ce récit n'était pas tant celui d'un compartiment caché ou de droits miniers oubliés. C'était l'histoire de ce que l'on choisissait de faire face à une découverte imprévue. C'était l'art de rendre hommage au passé tout en construisant l'avenir. C'était savoir voir de la valeur là où les autres ne percevaient que du vide. C'était travailler avec sérieux, même quand personne ne regardait. C'était croire que ses efforts, aussi modestes soient-ils, pourraient un jour servir quelqu'un que l'on ne rencontrerait jamais. Voilà l'héritage d'Adélaïde. Et désormais, c'était celui d'Émilie aussi, un héritage de rigueur et de ténacité, de clairvoyance et de transmission. Sur le papier, la cabane valait $1. Aux yeux de ceux qui l'avaient donnée, elle ne valait rien. Pourtant, sa vraie valeur dépassait toutes les estimations financières. Sa valeur résidait dans les vies transformées, dans les histoires racontées, dans les œuvres réhabilitées, et dans ces enfants qui croyaient pouvoir accomplir l'impossible parce qu'ils avaient vu leur mère le faire. La nuit tomba doucement, et les premières étoiles scintillèrent dans le ciel. Émilie ramena ses enfants à l'intérieur pour le dîner. Le lendemain, une réunion de la fondation l'attendait pour discuter du prochain projet de préservation. La semaine suivante, elle devait intervenir à une conférence sur le développement économique des zones rurales. Et le mois d'après, le musée accueillerait une rencontre régionale de femmes ingénieurs, rendant hommage à la profession d'Adélaïde et inspirant de nouvelles générations. Le travail continuait. Toujours ce travail acharné, mais désormais choisi, porteur de sens, vibrant de l'espoir qu'Adélaïde avait insufflé dans ses carnets. Car observer et documenter, c'était croire en l'avenir. La cabane acquise pour $1 était devenue inestimable. Non pas seulement à cause de l'argent qu'elle avait fini par générer bien que cela ait changé leur existence, mais à cause de ce qu'elle représentait, le potentiel, la persévérance, et la capacité de voir une valeur là où d'autres détournaient le regard. Emily Carter avait relevé ce défi. Elle avait su voir, elle avait su croire, et surtout, elle avait su bâtir quelque chose d'extraordinaire.